Tandis que l'histoire est en train de s'écrire malgré lui, le monde s'accroche aux idéaux d'un siècle qui n'est plus. Rejetant les augures qui assombrissent son horizon, l'homme a si faim de plaisir et de projets d'avenir qu'il en perd le sens des réalités tragiques dont il est la cible, jusqu'à nier qu'il est sur le point de tout perdre et d'engager l'innocence des générations futures. L'idée qui domine aux premiers jours de la mobilisation, c'est d'accepter la guerre pour en finir avec elle, avant de reprendre le cours paisible de la vie. Aussi le soldat part-il sur le front sans grand enthousiasme, avec juste ce qu'il faut de résolution et de patriotisme. Mais lorsque la guerre se fige sur la Marne, il en accepte les règles parce que l'intégrité de la patrie en dépend. Quand le soldat se retrouve dans la zone des combats, il n'était encore qu'un civil en uniforme dévoré par les angoisses de la séparation, désorienté par les ritualisations de la vie militaire et l'environnement de violence auquel il se trouve confronté. Néanmoins, plongé sans ménagement dans cet univers qui lui est étranger, il ne tarde pas à devenir un symbole de courage et d'abnégation, malgré ses faiblesses, ses doutes et ses écarts de conduite. De toutes les batailles de la Grande Guerre, Verdun est la plus emblématique en raison de ses conséquences stratégiques sur l'avenir du conflit. Mais elle représente surtout la souffrance des combattants qui l'ont menée au prix de sacrifices indicibles. Il n'est pas un survivant qui ait échappé sans dommage au piège de la peur, du sang, de l'horreur, de la folie. Pas un qui soit revenu sans lésion irréversible du corps et de l'âme. Car sur le front, tout ce qui fait un homme civilisé a perdu son sens. Sous le bombardement et la mitraille, le dépècement de l'humanité n'a plus de limite. Après les souffrances du chemin des dames, le soldat sort épuisé physiquement et mentalement d'une épreuve dont il ne reconnaît plus ni l'utilité ni la stratégie. Les velléités de révolution, les manifestations d'impatience et d'incompréhension le portent à revendiquer une meilleure considération du soldat. Quelques mutins se lèveront donc contre l'autorité au risque d'être fusillés, mais ils sont rares et vont rapidement rentrer dans le rang. Pour autant, la troupe aura été entendue. Elle aura même gagné en respectabilité. En échange, il n'est pas un poilu qui n'affirmera son patriotisme et ne se donnera tout entier jusqu'à l'armistice. Si le moral des troupes s'est nettement amélioré depuis que s'est profilé l'espoir d'une victoire définitive, une crainte nouvelle fait son apparition dans l'esprit du soldat, celle de la démobilisation et du retour à la vie civile et familiale, avec son cortège de changements et d'inadaptations. Il est conscient du fait que les rapports humains sont difficiles, en dépit des bonnes volontés et du devoir national de mémoire dont il est le créancier en même temps que l'otage. On cherche à ne plus s'aliéner les souvenirs de la guerre, bien que tout autour de soi suinte le deuil. Mais la page du drame que l'on tourne pour s'affranchir des horreurs du passé, pour dire sa foi dans l'avenir, est un miroir aux alouettes où le genre humain se retrouve tel qu'en lui-même, face au regard sournois de ses démons.